je vais donner la parole à Loubna Mourtaji et Nathalie Schiss, qui sont toutes les deux chercheuses au LEFMI, le laboratoire d'économie, finance, management et innovation de l'université Jules Verne en Picardie. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc vous avez la parole pour parler IA et éducation, amis ou ennemis. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. Merci de nous donner la possibilité de vous présenter ces premiers résultats. Donc, c'est une étude, pour l'instant, on est au début d'une thématique de recherche sur l'IA au niveau de l'éducation. On est parti du constat que, effectivement, avec l'IA générative et notamment ChatGPT, parce que notre travail a plutôt porté sur ChatGPT en particulier, il y a tout un tas d'éléments qui sont transformés, notamment pour le métier de l'éducation, l'accès à la connaissance, notamment l'accès à l'information. Le métier d'enseignant s'en trouve bouleversé, on ne peut plus évaluer les étudiants comme on le faisait auparavant. Les étudiants utilisent régulièrement ChatGPT et on s'est posé la question, est-ce que les enseignants utilisent aussi ChatGPT? Et en fait, en parlant un petit peu autour de nous de façon complètement aléatoire, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des comportements très différents et des profils finalement d'utilisateurs qui étaient également différents. Donc notre objectif, c'était de comprendre les perceptions des enseignants sur ChatGPT ainsi que leur acceptation et ou adoption de l'outil. Alors les objectifs principaux, donc plusieurs objectifs. Déjà, est-ce qu'ils connaissent l'outil ? Donc on verra effectivement qu'ils connaissent l'outil. Est-ce qu'ils l'utilisent ? Quelle est leur attitude ou les attitudes par rapport à l'outil, les motivations, les freins ? Et ça nous permet effectivement de déboucher sur une problématique, à savoir quelle est l'attitude des enseignants du supérieur vis-à-vis de ChatGPT, sachant qu'on a interrogé, enfin on s'est intéressé pour l'instant qu'à des enseignants du supérieur. On aura l'occasion après de reparler de l'échantillonnage un petit peu plus tard. Donc, c'est vers une typologie des profils utilisateurs. Très bien. Bien évidemment, nous avons fait un premier travail de revue de littérature par rapport à ce qui a été fait sur ChatGPT dans l'éducation. Alors, nous avons traité plusieurs sujets qui sont liés aux opportunités de ChatGPT, mais également aux menaces de ChatGPT. Ce qui ressort de la littérature, ce sont 4 gros thème, donc l'utilisation de ChatGPT comme un assistant pour les enseignants. Donc, il va les aider à élaborer leurs cours, à élaborer leur QCM, à les aider dans l'élaboration de leurs études de cas. Amélioration de l'expérience d'apprentissage des enseignants, notamment. Un bon tuteur pour les étudiants, notamment pour s'auto-évaluer avant les évaluations finales. Et ChatGPT comme un outil qui pourrait éventuellement améliorer l'interaction avec les étudiants. D'un point de vue menace, donc il y a 4 grands thèmes qui émergent. Donc il y a un thème éthique, bien évidemment, sur la propriété intellectuelle, sur l'intégrité académique. Un autre thème plus technique sur les biais algorithmiques et l'utilisation la fiabilité des données, un autre thème sur la vie privée et la confidentialité des données, et un dernier thème plutôt psychologique sur l'addiction à ChatGPT. Donc, dans la littérature, tous ces éléments ont été étudiés à partir de certaines théories. Néanmoins, il faudrait noter qu'il y a très peu de travaux empiriques sur le sujet. Et pour cela, nous avons décidé de mener une étude exploratoire dans un premier temps. Alors, ce projet de recherche s'insère dans un plus grand projet de recherche. Donc, dans un premier temps, nous avons fait une étude de 30 enseignants. C'est une étude qualitative et pour cette étude-là, nous avons fait une analyse de contenu et bien évidemment un guide d'entretien. Alors, en ce qui concerne la méthodologie, quelques précisions. Donc, pour le guide d'entretien, nous étions sur des entretiens semi-directifs. On a identifié 6 thèmes principaux sur lesquels on a effectivement laissé s'exprimer les personnes que l'on a interrogées. Donc la technologie et l'innovation, quel était leur lien
avec la technologie, avec l'innovation, notamment l'innovation pédagogique, leur perception de ChatGPT, les expériences d'utilisation, les motivations, les freins, l'impact sur la pédagogie, ainsi que les opinions et les normes, pour terminer sur l'aspect réglementation notamment ou régulation de ChatGPT. Ensuite, au niveau de l'échantillonnage, donc nous avons interrogé 30 enseignants du supérieur. On le verra un petit peu plus tard avec des graphiques, donc ce sera un petit peu plus visuel, des domaines de compétences variés, des statuts divers, des établissements publics ou privés et des âges également allant de 25 à 69 ans. Donc on a eu effectivement un échantillon qui était relativement diversifié et qui nous a permis de récupérer des informations, des items, des verbatims très variés. En ce qui concerne l'analyse de données, nous avons mené donc une analyse de contenu. Les 30 entretiens ont été retranscrits intégralement, ce qui nous a donné au final un corpus d'un peu plus de 71 000 mots à analyser. Et nous avons réalisé une analyse lexicale et thématique afin de pouvoir faire ressortir les principaux éléments. Alors, notre échantillon se compose de la sorte. Donc, nous avons presque autant de femmes que d'hommes. Nous avons essentiellement beaucoup d'enseignants titulaires. Donc, 2 tiers d'enseignants titulaires, 1 tiers d'enseignants professionnels. Alors, j'entends par professionnels, ce sont des personnes qui travaillent en entreprise, qui ont une activité en entreprise et qui viennent intervenir à l'université. Et puis, presque égalité entre les enseignants qui font de la recherche et les enseignants qui n'ont aucune activité de recherche. Vous avez également tout domaine d'enseignement, donc les enseignants enseigner dans des matières différentes, que ce soit des matières de sciences sociales ou des matières humaines ou des matières des sciences dures. Et en termes d'âge, on voit bien que l'enseignement n'attire plus parce que notre échantillon est majoritairement de 40 ans et plus, mais on a quand même fait des entretiens à des enseignants à partir de 20 ans. Donc, ce qui ressort de l'ensemble de corpus, donc on ne va pas vous présenter tous les résultats, mais ce qui ressort de l'ensemble de corpus, c'est que l'étudiant il est au centre de la préoccupation de l'ensemble des enseignants. Et quand on parle de ChatGPT, l'enseignant, automatiquement, il dérive vers l'utilisation de ChatGPT par l'enseignant. Et alors que nous, on s'attend à plus l'utilisation de ChatGPT par l'enseignant. Donc, la priorité des enseignants, ce sont les étudiants. On voit bien, d'après cette analyse lexicale, qu'ils considèrent que c'est un bon outil, que c'est un bon outil de recherche qui répond aux questions, que ça nécessite une formation. Donc, il y a des sujets très variés qu'on va revoir tout à l'heure. Mais la préoccupation principale est unanime de l'ensemble des enseignants, c'est l'utilisation de ChatGPT par les étudiants. Pour avoir un autre élément de comparaison, on s'est focalisé sur les 3 mots-clés. En fait, au cours de l'entretien, on leur demandait de nous donner les 3 mots qui leur venaient à l'esprit lorsqu'on leur parlait de ChatGPT. Et en fait, on s'aperçoit, alors on a eu à peu près 90 réponses. Alors, certains enseignants nous ont donné que 2 items, mais dans la majorité des cas, on a eu 3 items. Alors, on a enlevé tout ce qui était IA ou intelligence artificielle, puisque ça brouillait un petit peu les réponses. Et lorsqu'on a épuré un petit peu les réponses obtenues, on s'aperçoit qu'on a une vision duale. On a d'un côté des verbatims très positifs, comme ça améliore l'efficacité, c'est un outil d'avenir, ça permet de faire les choses plus rapidement, c'est facile. Et il y a la notion d'outil, d'aide ou d'assistant également qui est revenue régulièrement. Et puis, à côté de ça, de façon opposée, on a également des verbatims très négatifs. C'est la tricherie, c'est un danger pour les étudiants parce qu'ils ne vont plus réfléchir. Ils vont effectivement se laisser porter par les réponses de ChatGPT sans réfléchir. Il y a même deux enseignants qui nous ont dit que c'était complètement inutile. Et il y a la notion de prompt également qui est revenue assez régulièrement dans la mesure où les enseignants mettaient en avant le fait qu'il fallait maîtriser les prompts de façon à avoir effectivement des résultats qui pouvaient être intéressants. Alors,
de ces éléments, on en a effectivement ressorti des motivations d'adoption. Alors, on retrouve 6 motivations principales d'adoption. Un accès rapide à l'information, par exemple le gain de temps notamment, le fait de moderniser les pratiques pédagogiques, d'améliorer la créativité. C'est un soutien pédagogique également pour les étudiants, puisque ça peut leur permettre de réviser seuls, de créer des exercices, de s'auto-évaluer également. Également, ça permet d'adapter la pédagogie et ça permet de simplifier la préparation des cours. Donc ça, ce sont vraiment des motivations assez fortes et on retrouve, alors là, vous avez quelques exemples de verbatim. En vert, c'est plutôt les éléments positifs et puis en rouge, on va retrouver les éléments négatifs. Donc on retrouve effectivement la notion de prompt ou encore le plagiat, l'intégrité académique. Ils ne réfléchissent plus, en parlant des étudiants, bien évidemment. Il y a moins de créativité humaine et la peur, en fait, que ça remplace l'intelligence humaine. Donc, à côté de ces motivations d'adoption, on a les inquiétudes fortes. Et parmi les inquiétudes, on va retrouver, bien sûr, le plagiat. On va retrouver le manque de transparence, la non-maîtrise donc, des prompts, les biais algorithmiques, la dépendance aux réponses préstructurées et la baisse de la créativité. Ce sont des éléments dont on a déjà parlé tout au long de la journée. Et c'est vrai que là, c'est revenu de façon très prégnante dans le discours des enseignants. Alors, l'autre partie de l'étude nous a permis, à partir d'une analyse des orientations sur le Sphinx IQ3, nous a permis de distinguer 4 grands profils. Alors, ce que vous voyez en gris, ce sont des enseignants qui n'ont jamais utilisé ChatGPT et donc ils ne se prononcent pas sur ni son utilité, ni ses menaces. Par contre, pour les autres, donc nous avons pu distinguer 4 grands profils. Alors, les premiers profils, ce sont les enseignants qui sont précurseurs. Ce sont des enseignants en général qui sont déjà impliqués dans l'innovation pédagogique, qui ont un très bon lien avec la technologie. Ils aiment essayer tout ce qui est nouveau et par conséquent, ils ont une attitude très positive de l'outil. Ils autorisent les étudiants à utiliser ChatGPT et ils ne voient aucun mal à l'utilisation de ChatGPT par les étudiants. Ils considèrent que si l'étudiant peut rendre un excellent travail en utilisant ChatGPT, ça ne lui pose aucun problème. Donc ça, c'est une partie des enseignants. Une autre partie des enseignants, ils sont plus pragmatiques, plus prudents en disant « Oui, c'est un très bon outil, mais attention, il faut sensibiliser les étudiants. Je vais autoriser mes étudiants à l'utiliser, mais dans des contextes très spécifiques et en aucun cas, bien évidemment, dans le cadre d'une évaluation. Ils sont très sensibles à l'éthique, à l'intégrité académique et bien évidemment la propriété intellectuelle. Mais ils l'utilisent de manière très active, que ce soit dans leurs cours, que ce soit dans leur vie professionnelle, personnelle, pardon. Donc, les troisièmes... Oui. Très bien, merci. Donc, les troisièmes sont les sceptiques réservés, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus critiques envers ChatGPT. En général, ce sont des enseignants d'un certain âge qui sont habitués à la méthode traditionnelle d'enseignement. Donc, ils disent clairement qu'ils ne vont jamais autoriser un étudiant à utiliser ChatGPT, mais ils sont assez ouverts si on maîtrise le cadre éthique, le cadre qu'on impose des règles, des chartes. Et si l'outil il est très bien encadré, il ne voit aucun mal à l'utiliser. Mais tant que l'outil n'est pas encadré, il préfère rester dans les méthodes traditionnelles. Et puis, les derniers, s'il vous plaît. Les derniers, c'est les anti-ChatGPT, les anti-IA, qui remettent complètement en cause l'utilité de ChatGPT. Pour eux, l'IA ne sert absolument à rien. Dans l'enseignement, en tout cas, dans l'éducation, l'IA ne sert à rien. C'est plus une menace
aucune réelle valeur ajoutée. Ils craignent tout. Ils craignent l'accès aux données, ils craignent le manque de sécurité, ils craignent le plagiat, ils craignent la triche, ils craignent tout. Donc voilà les 4 profils qui sont sortis à partir de l'analyse thématique et à partir de l'analyse lexicale avec 3. Bien évidemment, ces profils, on compte les tester sur un échantillon beaucoup plus grand. Alors, est-ce qu'on peut passer? Voilà, parfait, merci. Alors, au niveau donc de nos recommandations et de nos conclusions, l'IA peut être une force motrice dans l'enseignement, bien évidemment, avec un certain nombre disons de pare-feux ou un certain nombre de critères à respecter. Il faut former les enseignants et les étudiants. Alors, même si les étudiants utilisent l'IA depuis de nombreuses années et sans forcément être formés, les former leur permet d'avoir une meilleure efficacité, une meilleure performance dans leurs requêtes, et les enseignants effectivement seraient beaucoup plus à l'aise si eux-mêmes étaient formés correctement sur ces outils. Les chartes d'éthique, bien évidemment, ça peut rassurer un certain nombre de profils d'utilisateurs. On peut également imaginer utiliser l'IA de façon progressive en fonction des niveaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément autoriser dès la première année post-bac à utiliser l'IA de façon farouche. On va l'intégrer progressivement dans la pédagogie, peut-être en cours d'année et plus progressivement sur les 2e et 3e années, en prenant soin effectivement d'informer et de former les étudiants sur les risques et sur leur capacité justement à prendre du recul par rapport aux résultats obtenus. Donc cette démarche progressive peut être vraiment intéressante. Il faut bien évidemment revoir les attendus en matière de pédagogie, en matière d'évaluation. On ne peut plus évaluer les étudiants comme on pouvait le faire jusqu'à présent. Donc il y a effectivement une révision à faire au niveau des méthodes d'évaluation. Et puis l'idée, c'est aussi d'encourager une pédagogie hybride qui allie à la fois la technologie et les méthodes traditionnelles, puisque dans l'éducation, rien ne remplace l'interaction et le contact entre l'enseignant et les étudiants. Et enfin, le mot de la fin, peut-être. Voilà, parfait. Donc en fait, IA, ami ou ennemi, c'est pas tout à fait le terme qui s'impose. On a plutôt envie de dire qu'il doit y avoir un partenariat entre l'IA et les enseignants et les étudiants, de façon à pouvoir mettre en place une éducation équilibrée. L'IA est un outil, ChatGPT est un outil comme un autre. Il va falloir l'intégrer dans nos pratiques, mais de façon à ce que ce soit le plus performant possible. Merci pour votre attention. Merci à toutes les deux. On a le temps pour quelques questions. Du coup, il y a un micro là. Il est ouvert en principe et il faut juste... comme tu as déjà parlé plusieurs fois, mais tu peux te représenter quand même. C'est Georges Cassal de Ascensia Business School. Ce n'est pas une question, mais plutôt un commentaire qui est une comparaison assez intéressante, qui est très en lien avec ce que vous venez de présenter, que dans les années 70, début 80, l'utilisation des calculatrices dans les écoles était très debate. Okay? Alors, c'était presque les mêmes profils des gens qui disaient que ça n'a pas des utilités, ça va nuire aux connaissances des calculs, etc. Et bon, aujourd'hui, c'est un outil présent dans les écoles. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est comme si on revoit la même phase, mais au lieu des calculatrices, c'est la phase des outils IA. Sauf que pour certains enseignants, déjà la calculatrice, c'était une erreur. Parce que maintenant, les jeunes ne font plus de calcul mental. Ouais. Et c'est une réalité parmi nous. Oui. Ouais. Alors, on a le temps pour une question encore, si vous voulez. Enfin, peut-être, oui. Oui, allez-y, comme ça. Mounaïda, maître de conf à Paris-Nanterre. Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est juste aussi une réflexion. Si on laisse nos étudiants travailler ou collaborer avec le chat GPT, comment on peut peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais essayer de contrôler le chat GPT qui est gratuite, donc la version gratuite, versus si un étudiant utilise une version qui est payante et qui est beaucoup mieux. Donc, comment on fait pour... voilà.
Alors, je pense que la question n'est pas si c'est gratuit ou si c'est payant, hein. Les étudiants, ils ont tous ChatGPT sur le téléphone. Donc, je pense que la version gratuite, elle fait l'affaire pour un enseignement de Bac+2, Bac+3. Elle fait très, très bien l'affaire. Moi, je pense que ce qu'il faut contrôler, c'est l'évaluation, surtout. Au niveau d'acquisition, ils peuvent acquérir les conséquences. Il faut les sensibiliser sur le fait que ces connaissances doivent être vérifiées. Mais par contre, au niveau d'évaluation, il y a plusieurs techniques, hein. Par exemple, personnellement, moi, j'utilise l'évaluation connectée, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont en évaluation, ils peuvent regarder nulle part. Donc, ça peut être une solution pour éviter que ChatGPT soit utilisé dans les évaluations. Je n'interdis pas ChatGPT pendant les cours. Et pour peut-être juste rebondir sur la question, le commentaire d'avance, c'est un peu comme les calculatrices. Il y avait des étudiants qui avaient des méga calculatrices et d'autres des calculatrices de base. Là, on va revenir un peu là. Alors l'important, c'est de permettre effectivement l'accessibilité à l'IA et à ChatGPT, quelle que soit cette version-là. Dès l'instant qu'ils ont une version, c'est bien. Le risque, c'est que les versions deviennent payantes et qu'on n'ait plus d'accès, effectivement, à une version gratuite ou à la possibilité d'utiliser. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais voilà. Moi, je me souviens, quand j'ai passé le bac, c'était la taille de la calculatrice qui était limitée. Mais du coup, ça marche plus du tout. Ça marche plus. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Loubna Mourtaji et Nathalie Fils, vous êtes chercheuse au LEFPI, le laboratoire d'économie, finance, management et innovation de l'université Jules Verne en Picardie.